Vous regardez Télésud, bonjour à tous. Dans l'univers du transport, les planètes économiques, écologiques, industrielles et sanitaires semblent s'être alignées pour la promotion du transport vert et plus précisément du transport électrique. Alors même s'il a toujours été de bon ton et bien vu d'encourager l'utilisation de celui-ci, et pour cause, on peut difficilement être contre toute action positive en faveur de la planète, jusqu'à présent il n'est pas facile de joindre la parole aux actes. Acheter un véhicule électrique, compliqué, trop cher, pas assez d'autonomie, pas assez de stations de recharge, et puis les batteries pas très écologiques. Comment on les recycle? Et puis pour la production d'électricité, la plupart du temps, c'est avec de l'énergie fossile, donc bon. Mais miracle, le coronavirus est passé par là, et d'un coup, en France, pour sauver l'industrie automobile, on débloque des milliards d'euros de bonus pour l'achat de véhicules électriques. Pour éviter la promiscuité dans les transports en commun, on se jette sur les vélos et les trottinettes. Super. Mais attention, restons mesurés. La réalité, c'est qu'on ne pourra pas tous avoir une voiture électrique et rouler de la même façon qu'aujourd'hui. On ne ferait que déplacer les impacts. Certes, la voiture électrique est peu polluante à l'usage, mais sa production reste problématique pour l'environnement, essentiellement à cause des batteries. Et puis nos bonnes vieilles stations-service qui sentent l'essence et l'huile de vidange. Vous pensez qu'on va pouvoir, en un claquement de doigts, les transformer en stations de recharge électrique? Ultra connectées, high-tech? Ça, pour le moment, c'est que dans les films. Alors, on fait quoi? On fait comment? Et puis surtout, combien de temps ça va prendre? On en parle juste après ça. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Laramé de Tannenberg. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes, alors que je ne me trompe pas, vous êtes le rédacteur en chef du Journal de l'Environnement, qui est un quotidien, et vous êtes également le président de l'Association des journalistes spécialisés de l'environnement, c'est ça? Avant de regarder notre premier sujet, je voudrais juste qu'on fasse un petit point sur la situation du réchauffement climatique, de la situation de la pollution. Enfin, on en est où au niveau de la planète, au niveau de l'Europe, au niveau du monde? Comment ça se passe? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça augmente malgré toutes les annonces qui sont faites? Comment ça se passe? Alors la bonne nouvelle, c'est que pendant la pandémie, on a assisté à un recul d'un certain nombre de pollutions, notamment toutes les grandes pollutions urbaines, oxyde d'azote, particules, etc., parce que les usines tournaient moins, parce que les gens étaient confinés, et donc on a assisté, aussi bien en Asie, en Europe et aux États-Unis, à une chute de ce type de pollution. Malheureusement, et ça les satellites nous le montrent, avec la reprise de l'activité et des déplacements, cette pollution est en train de reprendre en quelque sorte ses droits. Pour ce qui est du changement climatique, il va bien malheureusement, puisque ce matin nous avons à nouveau battu un record de concentration de CO2 dans l'atmosphère, 417 ppm, nous dit l'observatoire de Hawaï. C'est la plus grande concentration jamais observée de mémoire humaine, mais ça c'est pas très grave à l'échelle géologique, mais depuis plusieurs millions d'années, c'est sûr. Donc le changement climatique va bien, il est appelé à continuer et probablement à s'accélérer si nous ne changeons pas de modèle. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir au moins le faire stagner. Non, c'est pas possible. Non, puisqu'on va probablement, cette année, en 2020, voir une baisse des émissions globales. Alors, les estimations vont de 6 à 8%, mais il est très probable qu'avec la reprise de l'activité économique en fin d'année et l'année prochaine, on assiste à un rebond. C'est exactement ce qu'on avait vu lors de la dernière crise financière. Au moment de la crise financière, un recul des émissions de quelques pourcents, et puis un rebond de 5% l'année prochaine. C'est probablement ce que l'on observera. Alors, je le disais en préambule, pour tenter d'inverser la situation, tout le monde est en ce moment en train de parler du transport vert et plus particulièrement du transport électrique. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet, on revient après et on débat autour de ce sujet. On regarde. Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe, en portant à plus d'1 million par an sous 5 ans la production de véhicules électriques. C'est avec cette déclaration qu'Emmanuel Macron a redonné espoir à tous les partisans du transport vert. Longtemps cantonné aux bobos des centres-villes, le transport vert ou électrique serait en passe de devenir réalité. Même si les annonces du président ont avant tout pour but de relancer une économie qui représente 16% du chiffre d'affaires de notre industrie, elles font aussi écho à une tendance qui dure depuis quelques mois, voire quelques années. Entre l'action environnementale, qui justifierait à elle seule cette transition, en diminuant la consommation d'énergie fossile, qui sont la cause principale du réchauffement climatique, et la réponse face aux mouvements sociaux, les grèves, les gilets jaunes, de plus en plus d'utilisateurs se tourneraient vers les transports verts.
Mais pour les professionnels du marché, c'est la crise du coronavirus qui a fini de convaincre ou peut-être faire céder les derniers sceptiques des bienfaits du transport électrique et en particulier du vélo. Où là, les gens deviennent presque fous, mais beaucoup de personnes là, c'est l'effet pas rentrer dans les métros, pas rentrer dans les trains, éviter en fait l'effet de masse le plus possible et d'avoir son propre moyen de locomotion qui soit automatiquement sécurisé parce que il n'y a que eux qui pourront toucher ce vélo. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en chiffre l'année dernière, on l'a fait en 1 mois et demi. Oui, les transports électriques ne sont plus une chimère. Mais de là à parler du tout électrique, le chemin est encore long, tant l'enjeu est conséquent. Notre monde et notre civilisation sont construits pour et par les véhicules à moteur. Bien que régulièrement alertés sur les problèmes environnementaux, leur nombre ne cesse de croître et reste de très loin la plus grande part du transport des personnes comme des marchandises. Inverser la tendance prendra des décennies. Aujourd'hui, sur les routes du monde, on trouve 1,5 milliard de véhicules, dont 0,6% électriques. En 2030, ils représenteront 7%. Bon, alors c'est bien beau, mais il va falloir être patient. Hein. C'est pas pour demain quand même. Hein. Comme on vient de le voir, 0,8%, dans 10 ans, 7% sur 1,5 milliard de véhicules. Vous y croyez vraiment, vous ? Moi, j'y crois, d'autant qu'aujourd'hui, vous parliez du véhicule électrique, mais il y a d'autres alternatives, notamment pour le transport routier. On parle de nouveaux systèmes de camions électriques qui seraient soit sur batterie, soit fonctionnant avec des pantographes, un petit peu comme le font les trains. Alors les pantographes, ce sont les systèmes qui permettent aux locomotives électriques de capter l'électricité des caténaires. Et il y a en Allemagne des essais pour transformer des autoroutes en autoroutes électriques pour les camions électriques. Ça, c'est un système qui pourrait être déployé dans les prochaines années à l'échelle européenne. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution, il va de toute façon falloir être très patient. On ne va pas transformer du jour au lendemain. Alors oui, acheter un vélo, une trottinette électrique, ça peut le faire, comme ça on a l'impression d'agir. Mais de là à passer à la voiture, ça, c'est quand même... on n'est pas sur on joue pas dans la même course, on est sur un autre mode, on est bien d'accord. On assiste à une accélération de l'industrialisation du véhicule électrique depuis une dizaine d'années. Cette accélération s'est accrue, je dirais, avec le scandale du Dieselgate, qui a vu que finalement les grands groupes industriels européens étaient incapables de respecter les normes européennes et étaient obligés de tricher pour les atteindre. Donc, un certain nombre d'entreprises ont été lourdement condamnées, comme le groupe Volkswagen, et ça a accélérer le passage à l'électricité, c'est forcément long, puisqu'il faut changer toutes les chaînes d'approvisionnement, il faut changer les usines, former les équipes, développer une offre, et puis convaincre effectivement le consommateur d'acheter. Ça, c'est de plus en plus soutenu par les gouvernements. Le président Macron a présenté le plan français il y a quelques jours. La chancelière Merkel allemande a présenté un important plan de relance hier qui donne la part belle aussi à l'achat de véhicules électriques. Et puis on oublie le premier marché automobile du monde qui est le marché chinois. Depuis plusieurs années, le gouvernement chinois oblige tous les constructeurs qui mettent sur le marché des véhicules neufs à accroître la part de l'électricité. Et ça va aller encore croissant. Donc ça veut dire que même si en Europe, même si aux États-Unis, le consommateur est encore peu intéressé par ce type de véhicule, le consommateur chinois, lui, est presque obligé d'en acheter, et il le fait d'ailleurs, puisque c'est devenu, là encore, le premier marché du véhicule électrique. Ça a obligé tous les grands constructeurs internationaux, les Européens, les Américains, même Porsche, à investir des centaines de milliards d'euros pour développer une nouvelle gamme de véhicules et la commercialiser. Alors, on n'en est pas aux premières annonces, on en a déjà eu des annonces, il y a déjà eu vous parliez du Dieselgate, il y a déjà eu des scandales où tout le monde pensait que ça y est, ça allait déclencher vraiment un véritable engouement et que les gens avaient pris conscience, que ce soit au niveau des États, au niveau des consommateurs. Est-ce que là, vous sentez vraiment une différence ? Est-ce que vous pensez... Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut que ce soit une crise industrielle, sanitaire et commerciale pour que tout ça réuni on agisse pour l'environnement. On le voyait dans le sujet précédemment, les raisons sont diverses. Il y a sauver l'industrie, il y a se préserver pour ne pas être malade. Il faut qu'il y ait toutes ces forces qui se réunissent pour qu'on aboutisse à vraiment cette transition. Là, vous pensez qu'il y a vraiment un gap qui vient d'être franchi ? C'est toujours pareil, il faut une volonté politique au départ. La volonté politique existait plus ou moins. Moi, je me souviens, en 1992, le gouvernement français avait signé un accord avec EDF pour qu'il y ait
8 ans plus tard, 100 000 véhicules électriques en France. On ne les a jamais vus, parce qu'il n'y avait pas de volonté politique de développer de nouvelles gammes, parce qu'il n'y avait pas de projet pour installer des bornes de recharge, on en parlera sans doute, et donc le projet restait lettre morte. Aujourd'hui, un certain nombre de verrous ont été levés par les gouvernements, par les industriels, et donc la situation est beaucoup plus favorable. Alors, vous parlez justement des bornes de recharge, parce que alors, les bornes de recharge, on ne peut pas les dissocier des batteries. Qu'est-ce que vous répondez à tous les opposants qui vous disent « Oui, bah, c'est bien beau la voiture électrique, mais les batteries, c'est super polluant, c'est très compliqué à fabriquer, il n'y a pas de circuit de recyclage. La solution peut être pire que le problème ». Il y a quoi ? Il y a des évolutions à ce niveau-là, il y a des startups qui se lancent dans le recyclage, il y a vraiment où c'est à la marge et on est encore en train de tâtonner. Alors déjà, on comparait des choses qui n'étaient pas comparables. Je veux dire, on comparait une pollution soi-disant par les batteries, qui n'existe pas puisque les batteries n'existent pratiquement pas. Et puis la pollution de l'air générée par le véhicule thermique. Donc déjà, on compare deux choses qui sont incomparables. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire du problème des batteries, c'est que ce problème est réel, mais il a déjà commencé avec les voitures thermiques. Je veux dire, toutes les voitures thermiques ont une batterie, généralement au plomb, et le plomb, c'est un métal lourd qui est très polluant s'il n'est pas récupéré. C'est pas parce que les autres polluent plus qu'on peut Non, aussi se permettre... Vous parliez d'1,5 milliard de véhicules thermiques. Aujourd'hui, la pollution, elle est déjà présente par les effluents gazeux et par les batteries. Donc, on anticipe une pollution qui n'existe pas encore. Donc, quand on critique les batteries, c'est de la mauvaise foi. Totalement. D'autre part, les batteries, elles peuvent être récupérées, mais attendons déjà qu'il y ait un nombre suffisant de véhicules en circulation pour organiser cette collecte. Ce qui semble se profiler, c'est deux choses. La première, c'est une collecte des batteries pour faire des centres de stockage d'électricité. Vous savez sans doute que avec le développement des moyens de production d'électricité intermittents, l'éolien, le photovoltaïque, on va avoir besoin de plus en plus de stocker l'électricité. Ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qu'on arrive à faire. On sait stocker l'électricité. C'est le problème par rapport à l'électricité, c'est qu'on a vraiment difficulté à stocker en grande quantité et sur du long terme de l'électricité. C'est ce que font les barrages. Les barrages, c'est un moyen de stocker l'électricité autant que vous voulez, de très gros volumes, et on peut le faire avec des barrages en montagne, on peut le faire en barrage en plein, on peut le faire aussi avec des batteries, et c'est ce que certains électriciens veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer les anciennes batteries de voitures, qui sont un petit peu moins performantes qu'au démarrage, pour en faire des centres de stockage, ce qui permettrait aussi de générer une plus grande possibilité pour les particuliers de produire leur propre électricité, de la stocker pour pouvoir l'utiliser au meilleur moment et éventuellement la commercialiser. Ça, aujourd'hui, tout ça, c'est possible. Alors, on l'a vu dans le sujet également, c'est que notre monde et notre civilisation est construite pour et par les véhicules à moteur, mais il en va de même pour l'habitat, pour notre mode de consommation, l'alimentation. On parlait de recyclage. Si on veut aller vers une transition, comment on va recycler, je dirais, le passé ? On ne va pas tout jeter du jour au lendemain. Comment on va faire pour pouvoir avoir une transition avec une vision positive de l'avenir, mais sans tout détruire et se retrouver avec des stocks dont on ne sait plus quoi faire, à la limite qu'on va brader dans les pays pauvres en leur disant, ben voilà, là comme en ce moment on a des 400 000 voitures, je crois, ils sont restés sur les parcs automobiles des plus grands constructeurs. On fait quoi du passé ? On le recycle comment ? Et comment on fait pour qu'il y ait un rapport de force équilibré entre les pays qui ont besoin d'une économie, à défaut d'une écologie ? Alors on peut tout faire. C'est une question d'organisation et toujours de volonté politique. Il y a un point qui est passé inaperçu dans le plan de relance français, c'est celui du rétrofit. Il y a une aide qui est proposée aux particuliers qui voudront transformer leur voiture thermique en voiture électrique. C'est comme quand on achète un frigo, on récupère l'ancien. En quelque sorte. D'accord. Sauf que là, on garde quand même l'essentiel, la voiture, les pneus, l'essentiel de l'intérieur. Et ça coûte un peu cher, ça coûte entre 5 et 10 000 euros selon le modèle, d'où l'intérêt de l'aide qui va jusqu'à 5 000 euros, qui permet aux gens qui n'ont pas envie de changer de voiture, mais qui veulent faire un geste, et qui veulent surtout, parce que c'est ça qui est dans les années qui viennent, continuer à pouvoir rouler dans les centres-villes. Parce qu'il y a de plus en plus de centres-villes en Europe qui interdisent ou qui vont interdire la circulation des véhicules thermiques. Et ça, il faut l'anticiper. Parce qu'on rappelle que la pollution
issue des véhicules thermiques, principalement, elle vient des villes, et pas quand elle roule à vitesse constante sur les autoroutes. C'est Quand vous voulez, vous émettez toujours du CO2, Ouais. vous émettez toujours des particules, et ces particules peuvent bouger. On voit par exemple que si on s'intéresse à la région parisienne, souvent les plus forts pics de pollution imputables à la circulation parisienne, on les observe ou en forêt de Fontainebleau ou en forêt de Rambouillet, donc la pollution bouge. Par ailleurs, les Parisiens, mais c'est valable pour les habitants d'autres grandes métropoles, respirent souvent des pollutions qui sont produites par l'agriculture. Donc là aussi, c'est distant de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on ne peut pas dire, parce que je roule en plein désert, je ne pollue pas. Bien sûr qu'on pollue. Simplement, il y a moins de gens pour s'en préoccuper. Alors, j'en parlais rapidement dans ma question précédente, je parlais justement des pays où l'écologie est encore un vague projet parce que d'autres urgences vitales, survivre, se nourrir, sont présentes. Il est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui a du mal à nourrir ses enfants que ce qu'il fait, c'est pas très écologique et c'est pas bon pour la planète. Il va vous dire oui, mais si je le fais pas, comment c'est quoi? C'est de l'éducation? C'est encore une volonté politique? Je dirais qu'on peut faire se rejoindre l'écologie, l'économie et le bien-être social. Par exemple, si on prend un certain nombre de pays d'Afrique francophone, on se rend compte que les projets en matière de production d'électricité se tournent curieusement vers la construction de centrales au charbon qui seront financées par des capitaux chinois. Est-ce que c'est là ce qu'on veut faire? Est-ce que ça va apporter une décarbonation de l'économie de ces pays? Est-ce que ça va leur permettre de se développer et surtout d'être indépendants et en termes financiers et en termes énergétiques? Parce que ce charbon, il faudra bien également l'acheter, ou en Colombie, ou en Chine, ou ailleurs. Donc, c'est quand même assez paradoxal de constater que ces pays qui ont un potentiel solaire en particulier considérable, qui ont en plus, contrairement à beaucoup d'autres pays, relativement de la place, pourraient tout à fait s'équiper en centrales solaires. On le voit en Maroc, par exemple, où il y a des centrales solaires de très grande capacité qui fournissent maintenant près de 40% de l'électricité nationale. On est en train de le voir dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient. Pourquoi, en Afrique francophone, on ne fait pas des centrales solaires alors qu'il y a de la place et du soleil? D'autant que ça pourrait permettre, et on le voit en Mauritanie, parce que c'est une source d'énergie qui est décentralisable, d'électrifier les zones rurales sans avoir à tirer des grands kilométrages de lignes à haute tension. Donc on voit bien qu'il y a un problème de volonté politique, sans doute de modèle industriel, qu'il faut arrêter de calquer sur les modèles industriels anciens, puisqu'on est en train de préparer l'avenir. Alors justement, vous parlez de l'Afrique francophone. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui se passe au niveau du vélo électrique. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est en plein boom? Ou est-ce que pour l'instant c'est encore à la marge? C'est un sujet qui s'est tourné à Yaoundé, au Cameroun. On regarde tout de suite. Yaoundé, quartier briqueterie, lieu réputé pour la vente et la réparation des engins à deux roues. Ici, pas l'ombre d'un vélo électrique. Dans cette boutique, le tout dernier vélo électrique a été écoulé il y a tout juste 3 semaines. Dans plusieurs centres commerciaux et supermarchés, l'on réserve des tout petits rayons pour la vente des vélos confondus à des jouets. Peu de parents en demandent et l'activité est peu rentable, nous explique Ibrahim, réparateur de vélos, une passion qu'il nourrit depuis 20 ans. Ici au Cameroun, ça ne passe pas comme chez le blanc. Vous voyez un peu, non? Rarement les gens qui viennent demander, mais il y a ceux qui viennent quand même demander les vélos électriques. Ce vélo doté d'un moteur et d'une batterie rechargeable est pourtant plus pratique et plus rapide. En revanche, ses accessoires sont rares et l'entretien pénible. Non, c'est bien pour quelqu'un qui n'est pas assez fort. Tu vois, tu peux pédaler à un niveau, tu es fatigué, tu l'accélères comme la moto. Ça peut venir sans chargeur, comme ça peut venir avec le chargeur. Quand ça vient sans chargeur, c'est mauvais. Là, il faut adapter le chargeur. Bien que les vélos électriques contribuent à réduire la pollution et faciliter la circulation dans les rues, il est moins vulgarisé au Cameroun. Par ailleurs, le vélo demeure un outil de distraction très prisé par les jeunes. Bon, là aussi, on le voit, il va falloir être patient. Vous me disiez justement, pendant qu'on regardait ce sujet, qu'en France, on a eu le même problème. Tant qu'il n'y a pas eu d'aide, tant qu'on n'a pas incité les gens
à aller acheter des vélos, les gens ne l'ont pas fait naturellement, quoi, à part quelques irréductibles écologistes. C'est vrai que l'achat d'un vélo assistance électrique, c'est cher. Oui, ça peut dans les coûter, millions, ça peut aller jusqu'à 3 000 € en France. Et jusqu'à ce que les collectivités locales et l'État proposent des aides à l'achat, ça se vendait très peu. Faut être honnête. Donc qu'au Cameroun, aujourd'hui, on vend très très peu de vélos, si effectivement l'État ou les collectivités n'aident pas, ne subventionnent pas l'achat, ça ne se vendra pas, évidemment. Il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que le système routier de Yaoundé, comme le parisien il y a encore quelques années, n'est pas du tout adapté pour la circulation en vélo. Je veux dire, il n'y a pas de piste cyclable protégée, donc on voit bien que si les cyclistes se sentent en danger dès qu'ils mettent les deux roues dehors, c'est clair qu'ils vont préférer prendre le bus ou prendre la voiture plutôt que de prendre le vélo, même s'ils en ont très envie. Donc il faut deux choses, il faut aider à l'achat des vélos électriques, c'est sûr, mais il faut aussi développer des réseaux de pistes cyclables sécurisés qui permettent de se déplacer tranquillement sans risquer de se faire écrabouiller. En parlant de pistes cyclables, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent en ce moment, oui, les pistes cyclables, c'est très bien, tout le monde en parle, mais c'est parce qu'il y a bientôt des élections, et puis dès que les élections seront terminées, il y aura plus de pistes cyclables. Tout le monde en ce moment fait sa piste cyclable, se verdit, quels que soient les partis, et que ce n'est qu'un argument politique. C'est possible que ce soit un argument politique. Ce qui est vrai aussi, c'est que pour la première fois, on voit l'État qui distribue des normes techniques, de l'argent pour aider les collectivités locales à déployer des réseaux. Ça n'existait pas il y a encore 6 mois. Donc il y a là encore une volonté politique. On verra, il y aura sûrement des ratés, évidemment, parce que là aussi, les collectivités ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'il faut faire, ne savent pas quels sont les trajets que les gens emprunteront, et pour cause, ils ont été confinés pendant 3 mois, donc il faut un temps d'apprentissage. Je pense qu'il faut avoir à nouveau cette conversation dans 6 mois. Alors, on va terminer sur une note positive. On va essayer de voir un petit peu le verre à moitié plein. Je vous repose la question que je vous ai posée en début d'émission. Vous y croyez véritablement ? Quelles sont là les premières actions qui vont être significatives dans la transition et qui vont permettre aux gens de voir concrètement que les choses bougent ? Et qu'est-ce qu'il faut véritablement faire au niveau du transport international et tous les transports, que ce soit maritime, aérien, routier, pour que les choses changent vraiment, on va dire à moyen terme, sur les 10 ans à venir, qu'en 2030 on ait quelque chose, on ait peut-être pas une diminution, quoique. Vous pensez que c'est possible ? Non ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de verrous techniques qui ont été levés ces dernières années. La grande inconnue, c'est quels seront les comportements des consommateurs. Est-ce qu'ils vont continuer à voyager autant qu'ils le faisaient auparavant, ou est-ce qu'au contraire, ils vont rester un petit peu chez eux ? Les entreprises, est-ce qu'elles vont relocaliser une partie de leur production, ce qui nécessitera moins de fret maritime en particulier, ou pas ? Là aussi, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui, parce que refaire des chaînes d'approvisionnement, ça prend plusieurs années. Ce qu'on observe en revanche, c'est que les grands armateurs, donc pour le fret maritime, qui transportent 90% des marchandises du monde, sont tous en train de faire construire des bateaux au gaz naturel, des bateaux qui peut-être consommeront de l'ammoniac, qui peut-être navigueront à l'électricité, voire à la voile. Tout ça est un mouvement qui est en train de se mettre en place et qui s'observe partout en Asie, en Europe, en Amérique. On voit des ports, des grands ports maritimes qui sont en train d'installer des grosses prises électriques pour que les bateaux puissent s'approvisionner en électricité plutôt que de continuer à faire tourner leur moteur, ce qui fera baisser la pollution locale. On est en train de voir la réglementation qui est en train de se mettre en place pour faire diminuer la vitesse des bateaux, qui là aussi leur permettra de moins polluer. Pour le transport aérien, on voit aussi que les raffineurs sont en train de développer de nouveaux types de carburants qui n'utilisent plus le pétrole. On voit que les avionneurs font des prototypes d'avions électriques ou d'avions hybrides qui permettra là aussi de moins dépendre des carburants pétroliers. Donc le mouvement, il est mondial, il est général. Ça prendra sans doute un peu de temps, mais je crois qu'on est sur une bonne pente pour une fois. Un peu de temps, c'est-à-dire ? Ça va dépendre de beaucoup de facteurs que... Si on est optimiste ? Je pense que dans une dizaine d'années, une partie du transport maritime sera passée au carburant propre. Pour le transport aérien, ce sera sans doute un petit peu plus difficile parce que le transport aérien a été très fortement impacté par la crise en cours et
mettra sans doute plusieurs années à redécoller, sans jeu de mots. Pour le transport terrestre, je suis assez optimiste parce qu'on voit bien que pour le transport routier, il y a un nombre incroyable d'alternatives qui sont en train de voir le jour et que pour une fois, il y a une motivation politique qui semble poindre. Valérie Laramet-Tannenberg, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau TLS+.